« 7 octobre, 6 h du matin. L'attaque commence au cri d'Allah Akbar, Dieu est grand. Ces terroristes traversent la clôture. Moins de 2 minutes plus tard, ils franchissent la seconde barrière de sécurité. Ils sont en Israël. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marie Matisson, que je vais présenter, pour notre émission Sans tabou ni langue de bois. Et aujourd'hui, nous avons donné comme titre à notre émission l'assassinat d'Israël, déclaration de guerre à l'Occident. Alors, Jean-Marie Matisson, comme vous connaissez le principe de Sans tabou ni langue de bois, je vais avoir peut-être des questions qui seront un petit peu peut-être caustiques. Elles ne sont pas du tout dirigées vers vous, et à aucun moment on cherche à vous cibler ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt pour donner, essayer de prendre une température et un petit peu avoir le ressenti de personnes. Voilà, il y a tellement de gens qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. Voilà. Alors permettez que je vous présente un petit peu. Alors je vais vous faire une présentation de l'homme public que vous êtes. Je ne parlerai pas de l'homme privé, vous en parlerez si vous le souhaitez. Mais en ce qui me concerne, j'ai juste un petit peu présenté à nos téléspectateurs pour mieux comprendre qu'est-ce qui vous a amené sur ce plateau et surtout pourquoi, enfin pour nous c'est un honneur de vous recevoir et par rapport à vos acquis, par rapport à vos compétences et vos connaissances. Alors Monsieur Matisson, qui mieux que vous, qui êtes imprégné d'une vie de lutte pour une meilleure humanité, qui subit aujourd'hui encore au travers du peuple Israël, où vous avez de la famille qui y réside et se retrouve au cœur d'une abomination, qui mieux que vous, citoyens français, vous vous retrouvez en première ligne de discrimination que l'on croyait révolue. Personne ne peut mieux répondre aux inquiétudes légitimes de nos concitoyens qui comprennent bien que ce qui se passe en Israël nous concerne à tous. Permettez que je présente à nos téléspectateurs l'homme public que vous êtes. Pour votre sécurité, comme je le disais, je ne révèle rien de l'homme privé que vous êtes. Jean-Marie Matisson, vous êtes né à Bordeaux en 1953, juif laïque. Politiquement, vous vous situez plutôt à gauche. Vous êtes le fils de Maurice David Matisson, docteur en psychopathologie, et de Paulette Desémery, membre de l'escadrille des premières femmes pilotes de Maryse Bastier. Jean-Marie, vous êtes né d'une famille juive ashkénaze, je ne sais pas si je prononce bien. Pas tout à fait. Pas tout à fait, vous rectifierez. De Lettonie, arrivé en France pendant la Première Guerre mondiale. Votre arrière-grand-père était rabbin à Priélie. Votre grand-père s'enrôla dans les Zouaves et partit se battre en Grèce le 20 août 1916. Il participa à la bataille de Salonique dans la vallée de Sturma. Vous êtes consultant, titulaire d'un diplôme d'architecte, concepteur en système d'information. Vous avez été enseignant en méthode et conduite du projet au MIAGE et dans des écoles d'ingénieurs. Vous avez été à 2 reprises, sous Alain Boer et Jean-Michel Guillardet, si ma période n'est pas fausse, conseiller de l'ordre au Grand Orient de France, grand maître adjoint chargé de la laïcité, représentant le Grand Orient au plan national et international pour les questions sur la laïcité. En 2005, à cette occasion, vous avez coordonné les commémorations du centenaire de la loi de 1905 au nom de la franc-maçonnerie française. Jean-Marie Matisson, vous êtes également membre du CA d'unité laïque, président d'honneur du comité laïque République. Vous en avez été le président pendant 4 ans. C'est vous qui avez inventé le premier prix national et international de la laïcité, dont les premières lauréates en 2003 furent
Shadort Javan, je ne sais pas si le nom... C'est ça. Et Fadila Amara. Jean-Marie Matisson, vous faites partie... Alors, cette période est quand même importante. Vous faites partie des 4 premiers plaignants de l'affaire Papon, ceux qui ont déclenché la procédure judiciaire. Vous fûtes le premier avec votre père Maurice David, votre grand-mère Jacqueline et votre cousine Esther Fogiel à vous constituer partie civile pour crimes contre l'humanité contre les responsables de la préfecture régionale de la Gironde et de l'État français dont Papon fut le seul à être jugé et condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Une première plainte pour crime contre l'humanité est déposée par Gérard Boulanger au nom de la famille Matisson en décembre 1981. Entre le dépôt de cette plainte et le début du procès s'écouleront 16 années de procédure, pendant lesquelles Maurice Papon tentera d'éviter par tous les moyens la cour d'assises. Les plaignants ont en face d'eux un homme qui bénéficie de nombreux soutiens de part et d'autre de l'échiquier politique. L'ensemble des familles politiques françaises étaient absolument réticentes. À cette occasion, j'ai rencontré votre père Maurice David et d'avoir eu le privilège d'être devenu son ami. Je vous dis cela car, et c'est pas non sans émotion, ça me remonte plein de souvenirs, car j'ai retenu de lui une chose qu'il m'avait dite et qui ne m'a jamais plus quitté, dont je vous parlerai un peu plus loin dans l'interview. Alors, ma première question, Monsieur Matisson, compte tenu de votre expérience d'homme de gauche et de défenseur de la laïcité, permettez que je vous demande, y a-t-il encore en France une gauche républicaine et laïque? Bonjour d'abord à tout le monde et à votre émission. Juste une petite correction avant de me lancer dans ma première réponse. Nous sommes une famille juive ashkénaze, d'accord? Et il faut savoir que les juifs ashkénazes sont souvent les ferments des révolutions qu'il y a eu, la révolution socialiste, 14-18, était composé principalement de juifs ashkénazes. Dans le premier conseil révolutionnaire, à part Staline et Lénine, tous étaient des juifs ashkénazes. Donc on a une expérience qui est quand même importante dans les combats pour la laïcité et pour la gauche. Alors est-ce qu'il existe encore une gauche républicaine et laïque? Pour moi, il existe encore une gauche laïque et républicaine, celle que moi j'appelle la gauche universaliste. Alors qu'est-ce que cela veut dire, si vous voulez? Pour moi, être universaliste, c'est par exemple pour ma famille, mon père que vous avez cité, ou moi-même, nous sommes des citoyens de l'universel. Alors citoyen de l'universel, ça englobe, si vous voulez, c'est une notion qui est très intéressante parce qu'on a l'habitude de dire citoyen du monde, etc. Alors que pour nous, citoyen du monde, c'est restrictif à une simple notion géographique, alors que citoyen de l'universel, ça englobe à la fois cette notion géographique et une notion également philosophique, symbolique. En fait, si je vous posais cette question, ça m'amène à ma deuxième question. Non, mais j'ai pas fini. C'est important, c'est très, très, très important, parce que ça va vous permettre, comme ça peut-être, de rebondir aussi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être citoyen de l'universel? Si je prends simplement 3 exemples, si vous voulez. Le premier exemple, c'est l'esclave qui se bat pour se défaire de ses chaînes. Il ne le fait pas pour remettre à son tour les chaînes à son oppresseur. Il le fait pour libérer l'ensemble des esclaves du monde. Donc c'est en ça qu'il est combattant de l'universel. La femme iranienne ou la femme afghane, qui se bat pour ne plus porter le voile au péril de sa vie le plus souvent, elle ne le fait pas pour mettre à son tour le voile à son oppresseur, elle le fait pour libérer toutes les femmes du monde. C'est en ça qu'elle est universelle. Et troisième exemple qui rejoint ce que j'ai fait au procès Papon avec mon père, c'est que par exemple, il y a une femme juste parmi les nations à qui l'on demande pourquoi vous avez sauvé des juifs. Vous savez qu'en France, c'est le pays d'Europe où il y a eu le plus de juifs sauvés par des personnes privées par des justes. Mais qu'est-ce qu'elle répond? Simplement parce qu'à l'école, on m'a appris
l'école de la République, on m'a appris qu'on était tous égaux. L'école de la République. Voilà. C'est Voilà. ça qui est important. Donc, Oui, ça veut dire qu'en France, il y a quand même encore l'école de la République avec les anciens hussards noirs, enfin, etc. etc. Mais d'où ma question, y a-t-il encore voilà. Mais je vous ai posé cette question parce que M. Mélenchon, leader charismatique de la France insoumise, est une figure emblématique de la nouvelle gauche et de l'opposition. Alors, la question que se posent plein de gens, pas seulement moi, et comment l'homme de gauche et franc-maçon que vous êtes, vous pouvez vous aligner derrière lui et ses prises de position publiques. Alors quand je dis vous, c'est pas vous spécialement, c'est en général la gauche et... La gauche républicaine. Voilà, la pseudo-gauche républicaine. Voilà. Ouais. Non, nous sommes la vraie gauche républicaine et nous nous battons contre Mélenchon, justement. Pour nous, Mélenchon n'est plus un homme de gauche. Pour moi, la meilleure définition un peu ironique, c'est Alexis Corbière, un de ses lieutenants, qui l'a dite il y a quelques jours en faisant un lapsus. Mon père, qui était docteur en psychopathologie, aurait dit révélateur. Il appelle, au lieu de l'appeler Jean-Luc Mélenchon, il l'appelle Jean-Marie Le Pen. Voilà, donc c'est le nouveau fasciste de gauche. C'est lapsus. C'est très très intéressant. Alors, si vous voulez, Mélenchon, il représente le communautarisme aujourd'hui, le wokisme et l'antisionisme. Donc il profite, si vous voulez, de ce qu'on appelle, de ce que Jan Tkelevitch, qui était un philosophe, mais il y a quelques années maintenant, quelques dizaines d'années, disait le refuge derrière l'antisionisme, cela permet d'être antisémite au nom de la démocratie. Ça permet d'être antisioniste. L'antisionisme, pardon, ça permet d'être antisémite de façon justifiée. C'est ce qui est maintenant devenu Mélenchon. Et pour avancer un petit peu dans le truc, l'acte de barbarie, le pogrom qu'a subi Israël, il ne peut pas être assimilé à un acte de guerre ou de révolte. Quelle est votre réaction face à toute cette campagne médiatique qui cherche à justifier l'action des Palestiniens comme étant la manifestation d'une révolte et qui tente de renvoyer à chaque fois dos à dos Israéliens et Palestiniens? D'abord, moi je suis très scandalisé, outré par les personnes qui disent soit qui mettent un signe égal en disant ce que fait Israël, c'est l'équivalent de ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Je reprends que cette chronologie-là, hein, mais le 7 octobre, donc il y a les massacres commis par le Hamas, un viol d'enfants, viol de femmes, on éventre les enfants, les femmes enceintes, on décapite les bébés qui sortent encore en fœtus, etc. C'est le pire crime qu'a connu et les Juifs et Israël depuis la Shoah, donc c'est quand même quelque chose d'important. Alors Israël, lui, se défend. Hein. Alors c'est sûr qu'un mort vaut un mort, mais on ne peut pas comparer ce qu'a fait le Hamas, qui est un crime génocidaire, avec ce que fait aujourd'hui... Alors justement, ma question c'était en quoi la riposte d'Israël ne peut être comparé à l'attaque du terrorisme du Hamas. Parce que, du Hamas. C'est ce que je, voilà. C'est ce que je disais. Si vous pouviez... D'un côté, on a un crime génocidaire qui veut détruire l'ensemble d'une population, hein, c'est la définition du génocide, et de l'autre côté, on a une armée qui cherche à éliminer le Hamas, des terroristes issus des frères musulmans. On a connu les mêmes en France. Hein. Et donc, on ne peut pas d'un côté... condamner ce que fait le Tsahal avec des terroristes, alors qu'on a eu les mêmes à New York avec les tours décapitées, en France avec le Bataclan, etc. etc. Et il n'y a pas, je veux dire, deux poids, deux mesures. Il faut qu'on se batte contre les terroristes et malheureusement, ça peut entraîner... Pourquoi? Mais parce que les premiers à ne pas respecter les lois internationales, qui c'est les terroristes du Hamas qui, par exemple, se défendent, se cachent derrière des enfants, se cachent derrière des hôpitaux, des écoles, etc. Alors, on y reviendra certainement un peu plus loin. Moi, je considère que l'assassinat d'Israël, d'où le titre un petit peu de notre émission, est une déclaration de guerre à l'Occident. Et je pense qu'Israël va gagner sur le terrain, mais est en train de perdre la bataille médiatique. Je pense même aujourd'hui la bataille médiatique est déjà perdue. Enfin, ça, c'est très subjectif. Et alors, pourquoi l'intitulé de notre reportage, l'assassinat d'Israël, déclaration de guerre à l'Occident? En fait, pour un assassinat,
il faut plusieurs éléments, et pour comprendre un petit peu la définition philosophique de ce qu'est un assassinat, c'est une vie qui est protégée, un acte matériel tendant à supprimer cette vie et l'intention qui a animé le coupable. Ça, c'est la définition philosophique. Et en droit, l'assassinat se distingue du meurtre lorsque la victime est un mineur de 15 ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de torture ou d'actes de barbarie. Donc, je n'ai pas osé rentrer dans le détail, on sait très bien que tous les ingrédients sont réunis. Ma question, c'est, Monsieur Matisson, je ne vous demande pas de vous rallier à mon analyse, à ce que je viens à ma perception de comment je ressens la situation. Mais comment vous percevez la situation? Comment vous la percevez? Votre entourage? Alors, vous parlez entre vous, certainement. Mais bien sûr, oui. Ou avec ma famille. Pour moi, le problème majeur, c'est qu'on a affaire à deux groupes d'individus qui sont irréconciliables. Par exemple, le Hamas, on ne peut pas discuter avec le Hamas, puisque d'abord, il ne vient pas aux tables de négociation, parce qu'il n'a jamais voulu négocier. Lui, son seul objectif, c'est de chasser le juif hors de la terre d'Israël. Donc, on ne peut pas discuter, il n'y a pas de... Actuellement, on peut dire qu'il y a trois acteurs. Pour moi, je considère qu'il y a trois acteurs. Israéliens, palestiniens, qui sont tous les deux victimes du troisième acteur, qui est le Hamas. Voilà. Et je pense que, contrairement à vous, cela ne va pas se terminer dans un bain de sang. On va pouvoir arriver à une solution qui est une solution politique, et une solution politique qui mettra en place deux États, un État palestinien, un État israélien, qui cohabiteront, mais il ne faut plus que des gens comme le Hamas soient encore présents, c'est tout. Mais derrière le Hamas, on sait très bien que c'est la face émergée des frères musulmans. Et on sait très bien, je reviendrai un petit peu plus loin dessus, et où je dis que ce qui est arrivé en Israël, moi je reste malheureusement, et souvent je dis je souhaiterais me tromper et souvent avoir tort, mais c'est chez nous. On a vu un petit peu les émeutes, on a vu, voilà, pour nous c'est chez nous, mais je vous dirai un petit peu pourquoi. Mais c'est pas comparable, attention. Hein. Pour moi, si on reprend la chronologie, le 7 octobre, il y a les massacres, on massacre 1200 Israéliens, pas tous juifs d'ailleurs, Israéliens. Le 13 octobre, il y a une déclaration de djihad mondial par le chef du Hamas. Oui. Le même jour, on assassine un professeur de français, Dominique Bernard. Hein, ce sont encore les mêmes personnes. Et Israël envahit la bande de Gaza et commence l'encerclement de Gaza le 2 novembre. Mais entre le 13 octobre et le 2 novembre, il y a une montée mondiale de l'antisémitisme, donc qui n'est pas due à la riposte d'Israël, qui est due simplement à l'acte terroriste du Hamas. C'est en ça que moi je trouve que c'est inquiétant. Oui, mais comme vous l'avez souligné, le Hamas a déclaré le djihad mondial. Ouais. Donc il y a quelques personnalités qui disaient que l'islamisme, c'est d'islamiser le monde, et que nos sociétés ne sont pas mentalement préparées à ça. Et on va avancer un petit peu dans le débat, et vous verrez qu'on reviendra par rapport à ce qui est très important dans ce que vous avez dit. Quand on associe que le Hamas, c'est la face émergée des frères musulmans, et quand on sait l'implantation que de par le monde a les frères musulmans, même dans les propres pays arabes qui en ont peur, et on peut comprendre qu'effectivement on est sur une bombe. Alors, juste pour répondre à ça, est-ce qu'en France, on peut craindre qu'il y ait la même chose que ce qui s'est passé en Israël? Moi, je ne crois pas. Je me suis dit, par exemple, le soir du 13 octobre, imaginons qu'en France, il y ait l'équivalent de ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Ça voudrait dire qu'il sortirait des milliers et des milliers d'assassins terroristes en France, et qui assassinent dans la rue, dans les synagogues, etc. Mais ce n'est pas arrivé. On y reviendra un petit peu plus loin. Juste pour revenir aux frères musulmans, je suis un des premiers, quand j'étais président du comité laïcité République, à avoir rencontré le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et qui mettait en place le CICF, c'est-à-dire le Conseil consultatif des institutions musulmanes de France, et qui voulait
enfin, qui laissait introduire l'UOIF. À l'époque, l'UOIF, c'était ni plus ni moins la représentation des frères musulmans, représentés entre autres aussi par les frères Ramadan. On a vu les vicissitudes. Et malheureusement, il n'en a pas tenu compte, il a laissé rentrer les frères musulmans dans le CICF. Et aujourd'hui, je parle de ça après la rencontre du président de la République avec les institutions religieuses, à quoi a-t-on assisté? À part le fait que les religions juives et musulmanes étaient devenues inconciliables alors qu'elles travaillaient ensemble avant, le fait que, par exemple, la Grande Mosquée de Paris a signé son allégeance aux frères musulmans. Récemment? Oui, c'était dimanche. D'accord. Donc, c'est pas anodin. C'est pas anodin, mais je ne pense pas qu'on ait la même ampleur. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, l'universitaire palestinien Sari, je ne sais pas si je prononce bien, Magdizi, analyse les ressorts de la guerre coloniale de type génocidaire que mène Israël contre les Palestiniens de la minuscule bande de Gaza comme étant une guerre génocidaire conduite avec la complicité de l'Occident. Ça veut dire que son point de vue et sa définition de la situation peuvent être débattus sur le fond, mais déjà, par rapport à ce qui est dit là, c'est que ce que Israël l'a fait avec la complicité de l'Occident. Et quand le Hamas dit on déclare le djihad mondial, voilà. Alors vous voyez, ce sont des petits éléments, des petites pièces où il faut faire attention justement dans ces petits... Ce que cherche le Hamas, si vous voulez, c'est à monter en épingle le rejet d'Israël et à travers Israël de l'Occident. Donc c'est ce qu'ils essayent de faire. Je n'ai pas dit qu'ils avaient réussi à le faire. Hein. Mais je pense que honnêtement, il commence à y avoir un vent de révolte et dans la bande de Gaza en Palestine et dans le monde. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut empêcher à ce que les deux peuples, palestiniens et israéliens, se retrouvent dans une situation irréconciliable. Il faut construire l'avenir, il faut une solution politique avec un État palestinien, un État israélien. Moi, dans ma famille qui vit en Israël, depuis l'Exodus, ils sont arrivés avec l'Exodus, ils ont toujours vécu avec les Palestiniens. J'ai dans ma famille 2 enfants palestiniens, par exemple. Mais par exemple, pour revenir avec ce qu'a dit Sari Magdizi, pour autant, je suis quelqu'un qui a, pendant des années, au cours de mes différentes enquêtes, et encore aujourd'hui, fondé mon analyse sur les faits. Car j'ai appris que les faits sont têtus et que le temps donne toujours raison aux faits. Et en examinant les faits, je suis convaincu que les actions du Hamas dans la région du Moyen-Orient sont une déclaration de guerre à l'Occident. On a donné quelques éléments. Mais pour moi, je vais plus loin. Parce que ce qui est en train de se préparer, pour moi, c'est une guerre de civilisation qui vient de s'enclencher. Voilà. Et on sait que quand on sait que derrière, il y a tous les frères musulmans et comment ils sont structurés, organisés. Pour moi, personnellement, je suis inquiet. Et vous qui avez de la famille en Israël, M. Matisson, quelle est leur perception de la situation? Est-ce qu'ils ont ils analysent tout ça? Je pense que oui. Et est-ce qu'ils pensent à un après? Oui, un après. Non seulement ils pensent à ce qui se passe, mais ils le vivent. Donc il n'y a pas meilleure façon de penser à quelque chose que de le vivre. Donc ma famille, ma tante a quitté la France juste après la Shoah, si vous voulez. Son mari était dans l'Exodus, c'est un pouilleux, hein, il n'était pas riche, ils ont vécu dans un moshab dans le Negev à côté de Beersheba. Et ils ont toujours été moi je sais, j'ai passé 7-8 mois là-bas chez eux, on a toujours vécu avec les populations arabes locales. Hein, c'était pour nous, on vivait ensemble, il n'y avait pas de distinguo. Donc ma tante, qui est décédée aujourd'hui, mais elle a adopté 2 enfants palestiniens qu'elle a élevés comme ses propres enfants. Donc si vous voulez, pour eux, c'est naturel qu'il y ait une cohabitation, et il faut qu'il y ait une cohabitation. Simplement, il faut éliminer les fondamentalistes juifs qui refusent justement cette cohabitation, et il faut éliminer les terroristes, les frères musulmans et du Hamas,
qui eux ne veulent même pas discuter, ils veulent la destruction de l'État d'Israël. C'est là qu'on va trouver une solution. Et pour répondre à votre inquiétude, vous avez une vision pessimiste de l'avenir, moi j'ai une vision optimiste de l'avenir, parce que j'ai confiance en l'avenir. Alors moi j'ai une vision pessimiste, pourquoi? Parce que ce qui se passe dans les banlieues, on a vu par exemple des zones comme, je ne sais pas si ça vous parle, Créteil, Villepinte, et sur le 93, pratiquement, les Juifs en sont partis. Je pense qu'on se trouve dans une situation, quand nous avons travaillé à la réalisation de ce reportage, une multitude de pistes, de questions se sont fait jour et qui mériteraient qu'elles soient portées sur la place publique. Et nous avons établi que la situation que vit Israël et que moi je pense que nous vivrons prochainement sur le sol français et en Europe est le résultat d'une succession de prises de position de nos gouvernants qui ont nourri l'hydre des frères musulmans sur notre propre territoire avec des fonds publics. Et nous, on l'a vu monter, par exemple, moi j'étais encore en activité, on faisait des contrôles, on a vu arriver ce que ça va parler à mes anciens collègues, et puis dans les cités, on faisait des contrôles et on avait ce qu'on appelait les barbus. Voilà. Alors, attaché passeport culturel du Qatar, Arabie Saoudite, Maroc, Tunisien, en principe, c'était lesquels on tombait le plus. Et nos gouvernants, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont privilégié le dialogue social avec ces gens-là. À la police républicaine, on leur a dit non, stop, il faut arrêter d'y aller, voilà. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a abandonné les musulmans qui étaient dans ces cités. On les a abandonnés en ce sens. Moi, personnellement, je vais vous rapporter un fait qui remonte à 2005. Un gars, leur nom, il vient me voir, il me dit, monsieur, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Parce que voilà, on me dit que je ne vais pas à la mosquée, qu'il faut que je paye, et puis que j'ai 2 filles, il faudrait que je leur mette la burqa. Moi, je leur dis, il n'y a pas de problème, monsieur, vous déposez plainte demain matin, je règle le problème. Et là, il me dit, monsieur, si je fais ça, alors, un collègue lui dit, mais il faut partir habiter ailleurs. Mais il dit, où vous voulez que j'aille avec... vous comprenez? Donc on a laissé un petit peu ces gens en otage. Nos politiques, tous bords confondus, savaient pertinemment ce qui se passait. On a laissé, ça a grossi, tout le monde sait, on n'a pas besoin de savoir, c'est pas les petits gars avec leurs mobilettes, même si elles étaient volées, qui ont mis en place cette économie parallèle, ce trafic de drogue, et on voit très bien aujourd'hui où c'est que nous en sommes. On est arrivé à un point où aujourd'hui les grands frères, comme on disait tout ça, c'est les frères musulmans qu'on a laissés s'implanter dans toutes nos banlieues. Et quand je dis que ça peut arriver demain, nos démocraties ne sont pas prêtes à encaisser un coup comme ça s'est passé en Israël. On n'a pas cette capacité-là. Et nos politiques le savent. Parce que demain, on a vu les émeutes, où c'est qu'elles ont amené. Pourquoi ça n'a pas débordé? Parce qu'on n'a pas sorti les kalachnikovs. Pour moi, demain, on est au bord du chaos. Pour vous donner un autre idée qu'on a des gens qui sont pris en otage. J'ai un ami qui est professeur, qui est musulman. Il devait venir, puisque c'était notre truc, c'était un cas, voilà, musulman, je vais dire laïque, puisqu'il ne pratique pas. Et il me dit, écoute, franchement, je ne peux pas venir, c'est déjà compliqué avant avec ma famille. Et là, le fait que je n'ai pas pris fait et cause pour les Palestiniens, c'est hyper tendu. Et donc, il mettait sa vie pratiquement en danger. Et moi, j'ai lu un truc que vous aviez écrit, vous avez dit « Je me surprends à dire nous les Juifs, et vous êtes rapprochés, ça veut dire que vous avez quand même quelque part au fond de vous un sentiment d'insécurité, vous avez quelque chose... » Non, pas d'insécurité, mais je constate comme vous qu'il y a une montée de l'antisémitisme. Mais moi, je pense que l'antisémitisme aujourd'hui, il prend 3 formes. Il y a l'antisémitisme classique de l'extrême droite, hein, c'est-à-dire que le juif, il représente l'Occident et il faut le détruire. Il y a maintenant l'antisémitisme qui vient de l'islamisme
c'est-à-dire que le juif représente encore l'Occident, mais il faut le chasser de la terre d'Israël. Il y a un troisième antisémitisme, que moi j'appelle antisémitisme rouge, c'est-à-dire que la gauche molle aujourd'hui, on en parlait au début, en France, elle se réfugie derrière une forme d'antisionisme pour pratiquer un antisémitisme justifié. Et ça, c'est grave, vous voyez. Alors que dans les musulmans, ils ne sont pas tous, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Tariq Obrou, l'imam de Bordeaux, Chalgoumi, l'imam de, je ne sais plus où, dans la région parisienne, de Drancy, l'imam de Drancy, ils sont venus faire la marche contre l'antisémitisme. Chalgoumi, j'ai discuté avec lui un jour, j'étais au Festival du Livre, Joséphine Baker à Sarlat. Il amène les jeunes de sa mosquée à Auschwitz, ils les amène en Israël, il les fait rencontrer à la fois des Israéliens et des Palestiniens. Vous voyez, il y a quand même des Palestiniens, enfin des musulmans, pardon, en France, qui sont pour la paix, hein, qui œuvrent à la paix. Moi, je pense qu'on va y arriver. Enfin, non, moi, je pense surtout... je fais le distinguo entre les citoyens français musulmans et qu'on a abandonné aux mains des frères musulmans. Et moi, je pense que s'il y a un carnage, ce seront les premiers qui vont en oublier. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si vous voulez... autant hier, moi, je faisais des conférences sur le procès Papon, sur les conséquences du procès par rapport à l'extrême droite, etc. Aujourd'hui, je pense que le danger principal, c'est pas tant l'extrême droite que l'islamisme. Le danger principal, c'est l'islamisme, parce qu'on peut pas discuter avec eux. Moi, Jean-Marie, j'ai envie de vous faire part d'une chose qui m'a quelque part un petit peu profondément choqué. C'est l'expression nettoyage ethnique qui est utilisée par l'ancien ambassadeur de France, Gérard Haro, qui parlait des opérations comme en Israël, en Cisjordanie. Mais ce qui est encore plus choquant, pour moi, c'est que Jean-Louis Bourlange, député MoDem des Hauts-de-Seine et président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, a repris le 18 novembre, dans le grand entretien, qu'il estimait assez juste les propos tenus par l'ambassadeur qu'un nettoyage ethnique était en cours en Cisjordanie. Alors moi, personnellement, ça m'a choqué, parce que ce sont des personnalités qui représentent la parole de la France, qui représentent la pensée collective de la France. Et comment les Israéliens peuvent percevoir ce genre de discours tenu par la République française, et surtout même aux yeux des autres pays du monde? Moi, je ne peux pas répondre pour les Israéliens. Hein. Je suis pas israélien, j'ai la famille là-bas, mais je ne suis pas moi-même israélien. Pour moi, ils font ce que moi j'appelle de l'amalgame, c'est-à-dire qu'ils ont choisi leur camp, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de choisir un camp. C'est ça le problème aujourd'hui du conflit, là. C'est-à-dire qu'on est soit pro-israélien, soit pro-Hamas et palestiniens. Et on fait un amalgame entre Hamas et Palestine. Et eux, ils ont choisi leur camp. Alors, nettoyage ethnique, ça fait penser à génocide. Je ne sais pas, moi, je mets au défi quiconque de me prouver que ce qu'il y a en Cisjordanie, ça s'apparente à un génocide, quoi. C'est des crimes de guerre sûrement, c'est sûrement des violations des lois internationales, hein, puisque normalement la Cisjordanie doit revenir à la Palestine. Voilà. Mais enfin, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont contre Netanyahou, sa politique, etc. Et vous souvenez-vous qu'avant le 7 octobre, il y avait des centaines de milliers de personnes en permanence dans les rues d'Israël pour protester contre leur Premier ministre. Ça, c'est quelque chose qui me semble être important. Voilà. Alors moi, je vais revenir un petit peu sur notre territoire et sur le risque que nous avons, et puis par rapport aux institutions. Attendez, juste, pardon, oui. Excusez-moi. J'ai oublié de dire un truc qui me semble très très important dans le débat actuel, c'est que si on regarde géopolitiquement parlant ce qui se passe là-bas, il y a une seule démocratie, hein, petite démocratie, c'est Israël, qui elle-même est entourée que d'États fascistes ou de dictatures. Voilà. Important.
Alors, justement, si vous me permettez, on a parlé un petit peu du Grand Orient, et comme bon, c'est de notoriété publique, vu les fonctions que vous avez occupées. Les choses qui m'interpellent, c'est qu'une institution comme le Grand Orient, c'est pas dans la nature ou dans la philosophie du Grand Orient et du franc-maçon. Pour faire un parallèle avec M. Macron qui a dit Israël a le droit de se défendre, mais aussitôt, mais il a mis ce mais. Alors pourquoi? Parce que M. Macron, tout le monde le sait, il a conscience que sur notre territoire, que ce soit dans toutes les villes principales, nous avons les frères musulmans qui faisaient ça depuis les années 92-93, après l'OLP. Et de l'autre côté, le nouveau grand maître qui est monté il n'y a pas longtemps, là, il a pris un petit peu la capitainerie en marche, mais il se retrouve quand même, c'est très bien qu'il y a eu une influence pendant des années ce qu'on appelait le Front de gauche, la France insoumise. Donc il se retrouve, lui, au sein du Grand Orient, avec une pression de nombreux frères qui sont plutôt côté France insoumise. Et Macron, lui, à l'extérieur, il se retrouve avec des banlieues, avec les frères musulmans qui sont prêts à lui... Alors, ça pourrait pas justifier, je dis, mais expliquer leur position, et qui m'est fait, quand j'ai posé la question si M. Mélenchon était toujours franc-maçon, qui m'a répondu qu'il avait démissionné, mais quand j'ai voulu demander la date, il m'a dit que c'est de Mélenchon de préciser. Donc il m'a fait une réponse de jésuite. Et donc on sent bien quand même que en dessous on a quelque chose, et que nos dirigeants ont peur de se positionner par rapport à cette pression. Et aujourd'hui on sent bien que tant du côté des citoyens musulmans que des citoyens français et juifs, cette pression elle est réelle. J'ai donné l'exemple de mon ami. Vous en avez conscience quand même de ça. Comment vous le vivez? Comment vous le percevez? Vous, en tant que maçon, comment vous percevez cette situation? D'abord, je suis, ce que je dis toujours, moi je suis fier d'être un maçon, parce que je pense qu'on agit, nous sommes les fers de lance des valeurs de la République et de la laïcité. Pour nous, c'est le combat essentiel, c'est faire développer la laïcité au sein de la République et la protéger. Alors, on avait un ami commun qui s'appelait Joachim Salamero, que vous vous souvenez, qui est décédé maintenant. Ça faisait toujours sourire quand je disais... À l'occasion, il était président de la Libre Pensée, je crois, à l'époque. Oui, et lorsqu'on faisait la commémoration de la loi de 1905 en 2005, chaque fois que je disais que j'étais fier d'être franc-maçon, il avait un grand sourire, ça le faisait... Voilà. Et être franc-maçon aujourd'hui, c'est... tous les citoyens, si vous voulez, qui se reconnaissent dans les valeurs que nous portons, les hommes et les femmes qui se reconnaissent dans ces valeurs-là, peuvent rentrer au Grand Orient, mais nous sommes le reflet également de la société. On est bien d'accord. Simplement, il n'y a pas d'intégristes chez nous, il n'y a pas nous ne sommes pas une secte, il n'y a pas de fascistes, il n'y a pas d'islamistes, et en tout cas, s'il y en a, on fait le ménage à ce niveau-là. Donc moi, je ne peux pas parler au niveau du Grand Orient de France, je n'ai plus aucune fonction aujourd'hui. C'est le Conseil de l'Ordre et le grand maître actuel. Et j'ai rencontré le grand maître actuel, Guillaume Trichard, il y a 10 jours. Je faisais une conférence dans le plus grand temple de la rue Cadet à Paris, donc le siège du Grand Orient de France, qui était, je pourrais parler du procès Papon, 250 personnes. Et le discours qu'il a tenu, c'est exactement mon discours, si vous voulez, enfin, ou plutôt l'inverse, je tiens le même discours que le grand maître, je ne vais pas me mettre au-dessus de lui, mais on est clair là-dessus aujourd'hui. Contre le terrorisme et la défense de la laïcité comme valeur et comme rempart des valeurs et de la République. Voilà, ça c'est important. Est-ce que vous pensez que, aujourd'hui, compte tenu de la situation, qu'est-ce qu'on pourrait éviter pour que le drame n'arrive pas? Quelle attitude nos politiques? Mais on voit bien sur les plateaux, tout y va, comme M. de Villepin, excusez-moi du peu. Pour moi, le meilleur rempart contre le fascisme, le meilleur rempart contre l'islamisme, le meilleur rempart contre le terrorisme, c'est la laïcité. Pour moi, la laïcité, c'est un bouclier qui défend les valeurs de la République, et c'est pour ça que je milite depuis, avant que je sois franc-maçon, pour la laïcité. J'étais dans plusieurs associations laïques,
Et parce que je pense que c'est vraiment grâce à la laïcité qu'on va pouvoir régler le problème du vivre ensemble. Alors je cite un exemple, vous savez que pendant la Révolution française, par exemple, on disait « si tu es juif, tu n'es rien aux yeux de la République, par contre si tu es citoyen, tu as tous les pouvoirs, tous les droits. Si tu es musulman, tu n'es rien, mais si tu es citoyen, voilà, tu as tous les droits. » C'est ça qui est important, vous voyez. Ça, la République passe avant les convictions personnelles et avant les lois religieuses. Alors, ce qui est le contraire de ce que voudraient les islamistes, par exemple. Alors, je vais me faire un petit peu provocateur. La laïcité, je suis d'accord avec vous, mais moi j'ai vu, comme beaucoup de citoyens français, quelle utilisation en ont fait les islamistes. De dire que interdire le port de la burqa, interdire le port de la baya, interdire tout ça, c'était des atteintes à la laïcité, au principe même du droit. Mais enfin, je veux dire, ils se sont servis quand même de ça, de dire que la laïcité, si la burqa, c'est le droit de l'individu de s'habiller comme il veut, et des trucs comme ça. Donc ils se sont servis de ces principes au nom de la laïcité, eux, ils l'ont fait. Mais Mélenchon, qui a été un fervent défenseur quand ça l'arrangeait de la laïcité, et on voit aujourd'hui qu'est-ce qu'il est devenu. Et je veux dire par là, je me fais un petit peu l'avocat du diable, cette utilisation de la laïcité, certains peuvent l'utiliser. Oui, mais c'est pas. On est d'accord, mais c'est pas de la laïcité. Utiliser la laïcité pour rejeter une partie de la population, c'est pas dans les valeurs de la République. C'est dans les valeurs du fascisme. Oui, mais aujourd'hui... Et quelqu'un qui se revendique au nom des droits humains, au nom de... Voilà, pour pouvoir appartenir à une communauté, il faut que je mette la baya. Ce que fait beaucoup d'associations. Il y a des dérives très fortes. On se bat actuellement contre, par exemple, la Ligue des droits de l'homme, qui a complètement dévié là-dessus, parce qu'ils mettent en avant le communautarisme, le wokisme, avant la laïcité. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est la laïcité, le vivre ensemble. Mais justement, on voit ce genre de dérives qui sont imprégnées. On a fait un reportage par rapport au wokisme. Mais j'ai interpellé des associations, j'ai interpellé l'éducation qui reste taiseuse. Alors je ne veux pas déborder, mais par exemple sur le harcèlement à l'école, là on a l'impression qu'il tombe de l'armoire, et alors que ça remonte à plus de 2 ans. Nous on a fait un film en 2013, mais là pour l'islamisme c'est pareil, tout d'un coup ils découvrent qu'il y a des réseaux islamistes qui sont dans nos cités, qui sont structurés, qui ont de l'argent, qui ont les moyens, et là ils nous sortent ça comme ça tombe de l'armoire. Et puis aujourd'hui, on n'ose pas prendre les mesures, on n'ose pas clairement dire, ben voilà, le citoyen, quel qu'il soit musulman, juif, la République vous protège. On a tellement lessivé les principes, ce qui faisait le ferment, on le voit d'ailleurs au niveau de la France insoumise. Je ne dis pas que tous les LFI sont antisémites ou un truc comme ça. Mais en fait, quand même, leur leader, il est toujours là. Et pourquoi il ne vient pas? Parce que la France insoumise, c'est pas une démocratie. Hein. Il n'y a pas eu l'élection du président par un vote normal, on va dire. Et aujourd'hui, les positions que prend Mélenchon, Obono, Panot sur la baya, sur la marche contre l'antisémitisme, ils sont suivis par à peine 20 à 25% des adhérents. C'est-à-dire que la grande majorité des adhérents de la France insoumise est contre l'interdiction de la baya que prône Mélenchon. Il est contre le refus de participer à la marche contre l'antisémitisme. Et d'ailleurs, plusieurs de ses dirigeants l'ont fait. Ils ont été marchés, pas à Paris, mais à Strasbourg, dans cette marche contre l'antisémitisme. Oui, mais... Ça veut dire que, pour moi, la LFI est en train d'éclater aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est en pleine explosion. Et je pense que Mélenchon, il va se retrouver... pour moi, c'est terminé, Mélenchon. Si vous voulez. Comme la NUPES, elle n'existe plus aujourd'hui qu'avec les 3 partis qui existent aujourd'hui, mais sans la France insoumise. Alors, pour aller un petit peu dans le sens, moi, personnellement, je pense que Mélenchon, il est ce qu'il est, mais c'est loin d'être un sot. C'est plutôt quelqu'un d'intelligent. Et donc,
son attitude, elle est ou à moins qu'il est pété du ride, comme on dit dans le jargon. Mais sa démarche, elle est calculée, elle est établie. Et c'est en ce sens que je dis comment les gens peuvent le suivre. Mais sa démarche, attention, elle est hyper simple, la démarche. Enfin, pas hyper simple, parce que c'est un homme complexe, mais moi, quand j'avais 15 ou 16 ans, j'étais dans des mouvements révolutionnaires à l'époque, des groupuscules révolutionnaires. On nous apprenait qu'il fallait créer un État pré-révolutionnaire pour pouvoir amener la révolution. Et voilà. Et lui, il pense qu'aujourd'hui, monter et soutenir les banlieues dans les démarches justement d'exclusion de l'islamisme, ça va permettre cet État pré-révolutionnaire. Mais ce qu'il ne voit pas, et là où il se trompe grandement, c'est qu'au lieu de créer un État pré-révolutionnaire, on est en train de créer un État pré-fasciste. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes à deux doigts d'avoir un gouvernement fasciste aux prochaines élections présidentielles, par exemple. Oui, mais je n'ai pas dit qu'on l'aura, mais on n'en a jamais été aussi près. Alors je pense que vous faites comme moi, hein, vous discutez un petit peu autour de vous, vous écoutez, et quand on vous dit, c'est un petit peu, on nous demande de choisir entre la peste et le choléra. Moi, pour moi, Mélenchon, c'est le meilleur allié de Macron. Il y a deux choses, c'est que les deux poursuivent le même objectif. Pas pour les mêmes raisons, mais ils suivent les mêmes objectifs. Vous avez M. Macron, qui lui, il est... Plus la République partira en déliquescence et plus les Français ne se reconnaîtront plus dans les institutions, ça permettra de ce que veulent faire certains, mais là ça permettrait de traiter un autre sujet, c'est d'arriver à une gouvernance mondiale. Bon. Mélenchon, lui, que la République s'effondre, c'est son désir le plus, et il s'en est jamais caché, c'est de mettre sa 6e République. Il a peut-être oublié de dire que, en fait, finalement, sa 6e République, elle serait une République islamique. Bon, là, je pousse le bouchon un petit peu loin. Mais là, je pense que les Français, sans rentrer dans le détail et à expliquer tout ça, je pense qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est de fondamental qui est en train de se jouer, et ça nous ramène à ce que je disais, qu'on est véritablement dans un combat de civilisation. Et que si Israël s'effondre, sur le terrain, Israël va gagner la guerre, c'est certain. Dans l'opinion publique mondiale, il a déjà perdu, pour moi. Il a perdu. Le temps, je souhaiterais avoir tort. Franchement, je serais tard. Pour moi, non, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. On parle de Mélenchon, moi je pense que enfin, pas le meilleur allié de Mélenchon, mais à qui il rend service aujourd'hui, hein, plus il gesticule, plus il fait ses déclarations, etc., plus Marine Le Pen, sans rien dire, elle monte dans les sondages. Donc en fait, c'est l'allié du Front National. Pour moi, c'est ça. Par rapport à la 6e République, bon, ok, comme disait un de mes amis, la meilleure République, c'est la première. Revenons à la première République, voilà. Révolutionnaire. Et alors, tout ça, ça m'amène à quelque chose. Je vous ai dit que votre père... Alors, ce que je vous ai dit là précédemment, et notamment par rapport aux gens de la France insoumise, aux républicains, aux musulmans qui subissent dans les cités, mais qui se taisent par peur. Votre père, il m'avait dit, c'était sur les marches du palais de justice de Bordeaux, et je lui avais dit, mais enfin Maurice, comment de telles monstruosités, une société peut être capable de telles monstruosités, comment on peut en arriver à un tel état? Et je vous assure, il m'avait dit une chose qui ne m'a jamais plus quitté de mon esprit. Il m'avait dit, les monstruosités arrivent à force de lâcheté individuelle. Et aujourd'hui, dans la situation où on est, justement, ça ne risque pas d'éclater parce qu'il y a, à force de cette lâcheté individuelle, par exemple, les gens de Mélenchon qui ne viraient pas Mélenchon, le premier Mélenchon, il le vire, il dit, nous, voilà, on est de gauche, on est républicain, Mélenchon, il n'a rien à foutre à être nous représenté. Donc, alors, ils ne le font pas parce qu'ils sont tellement embrigadés ou parce que c'est par lâcheté individuelle, parce qu'ils ont des postes, enfin, je veux dire, ils se tiennent un petit peu tout le monde. Mais dans la société, c'est un petit peu tout ça. Alors, est-ce que c'est pas à force, cette lâcheté-là, elle ne conduit pas à des monstruosités? Mon père, vous l'avez dit, donc c'était sur les marches du palais de justice de Bordeaux, où il y avait donc la cour d'assises qui jugeait Papon pour crime contre l'humanité, pour son rôle dans la déportation des Juifs de France.
il parlait de l'époque, mais voilà, de la Shoah, ce qui était une lâcheté, de la collaboration, des gens comme Papon qui obéissent aux ordres sans réfléchir, qui se cachent derrière ce qu'on appelait le crime de papier. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, la France est le pays où il y a eu le plus de juifs sauvés par les justes. Donc il y avait aussi des justes, et grâce à quoi ces justes, quel était le ressort, si vous voulez, des justes? Mais les valeurs de la République, comme je l'expliquais. C'est parce que dans les écoles de la République, les hussards noirs de la République, ce qu'on appelait les instituteurs d'avant-guerre, ils inculquaient aux élèves les valeurs de la République fondées sur les droits de l'homme et du citoyen. Tiens, alors justement... Pour moi, c'est essentiel. Oui, alors justement, compte tenu des événements, est-ce que dans une décennie ou peut-être plus, est-ce que ce qu'il faut souligner pour faire comprendre à nos auditeurs que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre action que le procès contre Papon a permis à la justice de condamner l'État français pour son rôle dans la déportation du juif français. Dans la salle d'audience de la cour d'assises de la Gironde s'ouvrait il y a 20 ans un procès retentissant. Dans le box des accusés, Maurice Papon, ancien haut fonctionnaire français et ancien ministre. Est-ce que demain, quand les gens se réveilleront, ils ne seront pas obligés d'entamer encore un procès pour ce qu'on est en train d'évoquer ici? S'il n'y avait pas eu vous, votre père et puis votre famille, il n'y aurait jamais eu de procès Papon. L'État français n'aurait jamais été condamné, je me trompe, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous pouvez nous parler un petit peu? Il y a eu en France, alors très rapidement, hein, parce que quand je fais une conférence, alors je m'excuse. Ça dure 1 heure. Hein, ouais. Non, mais très rapidement sur ce chapitre-là, crime contre l'humanité en France, il y a eu 3 procès pour crime contre l'humanité. D'abord, il est défini pour la première fois à Nuremberg. Après Nuremberg, il y a un procès à Bordeaux contre ce qu'on appelle les malgré nous, c'est-à-dire les 17 soldats alsaciens qui participent au massacre d'Oradour-sur-Glane. Mais ce n'est pas encore un crime contre l'humanité, c'est encore un crime de guerre. Ils sont d'ailleurs condamnés à la peine maximum de l'époque. Après, il y a Barbie. Donc, malgré nous, c'était allemand, on peut dire. Parce que c'était des Alsaciens enrôlés de force dans l'armée allemande. Il y a eu le procès Barbie, mais Barbie c'était un nazi allemand. Ça n'a posé aucun problème à personne qui soit condamné à mort. Donc on doit perpétuité, pardon. En matière de crime contre l'humanité, il n'y a pas de condamnation à mort. Après il y a eu Touvier, mais c'était un nazi français. Et Papon, c'est le seul fonctionnaire français à avoir été condamné pour son rôle dans la déportation des Juifs de France. Il aurait pu y avoir le procès de Bousquet, qui était bien entamé, qui aurait permis de juger l'ensemble des actions de l'État français, l'État fasciste de Pétain, mais malheureusement il a été assassiné juste avant son procès, et il ne restait plus que Papon. Bousquet était présent dans la procédure, nous on avait porté plainte contre Papon et contre Bousquet et contre Le Guet, et donc il restait que Papon. Alors quand nous on a porté plainte dans les années 1980 contre Papon, on n'a pas porté plainte contre Papon si vous voulez, on a porté plainte contre toute personne ayant concouru à la déportation de nos familles. Il se trouve qu'ils étaient 5 et que Papon était le dernier vivant qui a été condamné. Et quand j'ai fait une conférence dans une synagogue à Paris, je fais des conférences un peu partout, hein, synagogue, centre de conférences, collège, lycée, etc. Le rabbin, qui était lui aussi comme moi un enfant de la génération d'après, il m'a dit, mais enfin vous ne vous rendez pas compte que sans vous, il n'y aurait jamais eu de procès de Vichy. Et pour revenir un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui, je vais dire, en essayant de faire un parallèle, que le pouvoir politique, quand même, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui donne et qu'ils ont quand même une grosse responsabilité de ce que notre pays, dans la voie que le pays suit. Comme là, on voit très bien, je veux dire, ceux qui vivent au quotidien, ceux qui sont partis. Moi, j'ai un ami qui a été obligé de quitter sa rue
Les commerçants de sa rue, ils ont été obligés de fermer. Ça se passe dans le nord. Des fois, quand on voit à Marseille, on voit ce qui se passe à Marseille, notamment dans le nord. Ça se passe parce qu'à un moment donné, les politiques laissent faire. 20 ans plus tard, que nous a appris le plus long et le plus controversé procès de l'histoire judiciaire française? Oui. Oui, puis la raison première de ce qui se passe, c'est qu'on considère toujours le juif comme le coupable éternel. Mais dès qu'il se passe quelque chose, c'est la faute aux juifs. C'est en ça que moi je me sens, quand je dis nous les juifs, c'est que je me sentais concerné, alors que jusqu'à présent, je disais toujours, moi je suis juif laïque, vous l'avez d'ailleurs dit au début, issu d'une famille juive laïque, et parce que on est avant tout des citoyens de la République française. Et là aujourd'hui, justement, vous disiez, bah ouais, mais aujourd'hui je suis juif, ça veut dire qu'il y a un repli? Non, ça veut dire il y a un repli d'une partie de la nation française? Non, ça veut dire simplement que je défends la famille, quoi. Oui, mais c'est un repli. Mais pas forcément, pas forcément. Pourquoi? Par rapport à la société, par rapport à... Je sais pas, je vois pas en quoi c'est un repli. Simplement, aujourd'hui, il faut choisir son camp. À cause de ce qui se passe en Israël avec le Hamas et les frères musulmans, soit on est pour, soit on est contre. Malheureusement, on est arrivé à une situation de ce type-là. Donc c'est très difficile de dire ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ma famille en Israël, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est vivre dans la paix et la coexistence avec les Palestiniens, créer un État israélien et un État palestinien qui s'entendent et qui se respectent et qui se... Voilà. Et c'est très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation extrême où forcément on est ou dans un camp ou dans l'autre. Et aujourd'hui étant... moi, je n'ai pas à choisir mon camp. Mon camp, c'est celui de ma famille et de mes ancêtres. Aujourd'hui, le citoyen français, il se retrouve dans une situation de dire, est-ce qu'en fait... Et quand je disais c'était un petit peu une guerre de l'Occident qui est en train de se passer au travers d'Israël, c'est pas... Alors bien sûr, les Juifs ils sont visés parce que ce que faisait Israël c'était avec la bénédiction de l'Occident. Oui, parce qu'on représente l'Occident, si vous voulez. Exactement, voilà. Si vous prenez la charte du Hamas par exemple, moi je l'ai étudiée, je l'ai lue, elle veut la destruction d'Israël et elle déclare quoi ensuite? Que certaines institutions ou associations, comme la franc-maçonnerie par exemple, le Rotary, etc., ce sont des institutions juives. Voilà. Et donc, je veux dire qu'on est... ils nous mettent, eux, dans le camp de l'Occident. Voilà. Alors, vous êtes en train de me dire, j'essaie toujours de... En fait, c'est pour que nos téléspectateurs comprennent un petit peu de quoi on parle. On retombe dans ce fameux combat judéo-chrétien, c'est-à-dire que se servait par exemple Hitler en 1940. Là, ce sont les islamistes qui tiennent les mêmes propos. En gros, c'est ça. Oui, bien sûr. En gros, ils sont en train de nous expliquer que en fait, l'Occident, c'est les judéo-chrétiens qui, voilà, il faut éliminer ça. Donc en fait, ils sont en train de tenir les mêmes discours que tenait Hitler. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, en se battant contre l'islam, on se bat contre le fascisme. Pas contre l'islam. Contre l'islamisme. Oui, merci. Alors moi islamisme pour moi, par contre, musulman, on me dit musulman, pour moi, je fais plus le distinguo. Alors j'ai mon ami, c'est dommage qu'il n'ait pas pu venir, parce que lui, il vous aurait expliqué ce que c'est que d'être musulman, et ce que c'est que d'être islamiste. L'islam, c'est le contenu de la religion. Voilà. Et sauf que, alors il m'a bien parlé, c'est que la différence qu'il y a entre nous, c'est que la religion de l'islam, c'est aussi le pouvoir politique, c'est aussi l'organisation politique. Voilà. Ils ne dissocient pas, eux, l'organisation politique de la religion, contrairement à la République. Bon. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous, République française, fait ce qu'il en reste, on est armé pour pouvoir se battre contre ça? Non. Moi je pense que non.
Moi, je pense que oui. Alors, est-ce que vous Parce que pouvez... d'abord, j'ai pas peur. Hein. Non, mais est-ce que vous pouvez Je sais développer qu'il y a parce plein que de- moi, je vous dis qu'aujourd'hui... Il y a plein de gens autour de moi qui disent fais attention à ce truc. Moi, j'ai pas peur aujourd'hui, si vous voulez. Et parce que moi, je suis un optimiste et je pense que la meilleure réponse, je répète une fois de plus, au fascisme, au racisme, à l'islamisme, c'est la laïcité, qui est le meilleur rempart qui puisse exister. Et pourquoi? Parce qu'elle défend les valeurs de la République. Il faut que la République reste en vie, debout, pour que le vivre ensemble se fasse. Oui, mais qui la défend la République? Mais tous les Parce que citoyens. là, non, Tous les parce que citoyens. là, je me fais... Les musulmans, les juifs, les catholiques, Voilà, les parce que là, je me fais un protestants, peu pour vous mettre. les athées comme moi. Donc aujourd'hui... Le plus important, c'est d'être citoyen, c'est pas d'être... Voilà, ça c'est sûr. Mais la citoyenneté, elle se Et fonde. quand je vois un Chalboumi qui défend la citoyenneté, qui la met avant la loi de la charia, je dis bravo. Quand je vois que dans une synagogue, on fait une prière pour la République en premier, je dis bravo, c'est ça, parce qu'ils mettent la République au-dessus de tout. Oui, mais dans les banlieues, vous savez que 70% des jeunes des banlieues mettent la charia avant la loi de la République. Ils sont plus dans la République. D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Voilà, c'est ce que je veux, voilà, je dis... Moi, j'ai pas de solution. Non, mais voilà, donc qui doit apporter ces solutions? Alors moi, j'ai ma petite idée là-dessus. J'ai ma petite idée. Pour moi, le meilleur endroit pour former des jeunes, c'est l'école, les collèges, les lycées. Ah, on y vient. Voilà. Et oui, non, mais c'est important. On y vient. Sauf que depuis des décennies, on a le niveau scolaire, le niveau éducatif, on voit comment il a chuté. Nous, on a posé des questions à l'école qui n'ont jamais répondu. On a posé des questions aux principales associations de parents d'élèves, la FCPE. Le reportage, on l'a fait, on l'a mis en ligne. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse. Et quand on voit ce qu'on défend, les valeurs qu'on défend à l'école, le wokisme, et alors là, je reviens, ce qui est marrant, c'est que ça nous ramène toujours à ce truc de l'acheter. Que font les parents? Parce que moi, j'ai appelé des proviseurs. Alors, vous voyez, avec l'éducation nationale. Alors, vous avez plus l'éducation nationale, Oui, mais alors je prends un exemple, par exemple. Ouais. Il y a une erreur fondamentale qui a été créée par Jospin, c'est l'affaire de Creil, hein, où il a laissé les proviseurs, les responsables de collèges et de lycées régler au coup par coup le problème du port du voile dans les établissements. Et il a foutu une merde monumentale qu'on subit encore aujourd'hui. Le comité Laïcité République a été fondé suite à cette affaire de Creil, et nous, défenseurs de la laïcité de la République, on continue à se battre contre ça. Alors qu'aujourd'hui, on prend le cas de l'abaya, l'interdiction de l'abaya. En fait, qu'est-ce que c'est qu'interdire l'abaya? Quel est le rôle de ça? C'est de simplement protéger les professeurs, les instituteurs, les proviseurs, les responsables des collèges et des lycées, avec une loi claire, nette, derrière laquelle ils se protègent. Il n'y a plus le cas du collège de Langoiran, qui va être différent du cas du collège de Bergerac, différent encore de celui de Toulouse, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que c'est ça qui est important. C'est pour ça que les islamistes n'ont pas voulu de cette loi sur l'abaya. Oui, sauf que ça, j'en reviens, je dis c'est des mots, ce sont... Non, c'est pas. Là, c'est oui, du concret. C'est du concret. Mais on a vu ce que... D'ailleurs, il y a eu très peu de cas de refus de port de... Non, mais on a vu ce qu'a fait le ministre Papenda. alors lui, c'est pas... Non, mais c'est d'accord. pas un laïc. Hein. Non, mais, On parle d'autre chose. non, mais d'accord. On voit au niveau des universités, on voit quelle est l'emprise qui est mise par rapport au wokisme, alors que enfin, là, ça mériterait aussi pareil. Oui, on déborderait dans quelque chose qui est beaucoup plus truc. Mais moi, je vais ramener un petit peu à ce que disait votre père et par rapport au procès Papon. On est dans quelque chose de monstrueux. Pour beaucoup, le procès Papon, ben, c'est du passé. Et pourtant, pour moi, il n'a jamais été autant d'actualité aujourd'hui. Bien sûr. Alors, pourquoi il est d'actualité pour moi? Parce qu'en termes de responsabilité politique, je ne parle pas de tel ou tel parti, mais je parle en termes de responsabilité politique, parce que le responsable quand même de la République, le porteur, le défenseur des valeurs de la République, c'est quand même le président
et les ministres, et, enfin, et tous les élus, préfets. tous ceux qui ont les préfets, tous les élus, que ce soit des maires ou des trucs comme ça. Oui, ils sont la vitrine, c'est le premier interlocuteur, le maire, la mairie, Oui. la commune, est le premier bastion de la République. Voilà. Quand je vais voir des maires, aujourd'hui je vais visiter des mairies, des maires, pour leur demander de baptiser des rues au nom de Samuel Paty. On mène une action actuellement avec l'association dans laquelle j'appartiens, Unité laïque, avec la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, avec le président David Lisnard, je crois qu'il s'appelle, président de l'Association des maires de France, pour que les mairies puissent baptiser une rue au nom de Samuel Paty. Et moi, je leur dis toujours aux maires, quel que soit leur horizon, parti, etc., que ce sont les derniers défenseurs de la citoyenneté. Mais de la citoyenneté. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on constate aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on a confié la laïcité dans les mains des politiques et que, dans bien des cas, on parlait de Pape Ndiaye par exemple, dans bien des cas, au lieu de défendre la laïcité, ils la mettent à mal. Donc ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, par exemple, dans notre association, c'est devenir l'équivalent de ce qu'était la Ligue des droits de l'homme au moment du procès Dreyfus. C'est-à-dire la principale association défenseur de la laïcité. Et pourquoi? C'est pas pour être numéro 1, c'est pas pour être au hit parade, c'est simplement parce qu'on veut que les citoyens se réapproprient les valeurs de la laïcité et qui disent, au lieu de demander aux maires qu'est-ce que vous faites, au lieu de demander aux élus, aux députés, etc., qu'est-ce que vous faites pour la laïcité, c'est de leur imposer la défense de la laïcité. Parce que la majorité des citoyens français, ils considèrent que la laïcité de la même façon que nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a la majorité des Français a une idée claire, nette, précise de ce qu'est la laïcité. C'est le socle de la République, c'est le socle de la Constitution, etc. Vous avez essayé de demander à ce que dans une rue du 93 ou du nord de Marseille, ou dans le nord à Roubaix, de baptiser une rue Samuel Paty ou oui, ça va se faire. L'autre prof. Mais moi, je le fais dans ma région, c'est-à-dire entre Toulouse et Bordeaux. Et oui, d'accord. On a un gros succès, hein, il y a une dizaine mais de par exemple, je pense font. qu'il faudrait demander à M. Urmic d'aller aux Aubiers puis de baptiser une rue ou une place. Bordeaux a fait. Oui, Bordeaux il a fait, mais pas aux Aubiers. Enfin, je veux dire. Non, il a fait à non, Codéran. Il a fait à Codéran. Oui, enfin, à Codéran. Oui, mais il faut d'accord. Mais alors, en fait, je me fais un petit peu. Voilà, je me fais un petit peu. Moi, je me félicite que Bordeaux donne non, mais c'est bien, le nom de Samuel Paty à une voix. Voilà. Et vous reprochez que ça ne soit pas. Mais moi, dans les quartiers difficiles. Non, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que aujourd'hui, on a sur le sol français, on a des territoires où la loi de la République ne s'applique plus. Oui, mais depuis longtemps, parce que moi je l'ai connu, donc c'est pas aujourd'hui. Et nos politiques, ils le savaient, parce qu'il y avait des rapports. C'est en ce sens que ça nous ramène... Moi je suis citoyen français, mais j'ai envie de déposer plainte contre l'État. Parce que l'État, l'un des principes même constitutionnels, c'est de protéger ses citoyens et qu'ils puissent aller et venir en tout lieu sur le territoire national. Au moment où vous ne pouvez pas vous déplacer sur tout le territoire national, pour moi, c'est une atteinte grave à mes droits constitutionnels. Bien sûr, voilà, il faut le faire. Bien. Et qu'ils puissent aller et venir en tout lieu sur le territoire national. Au moment où vous ne pouvez pas vous déplacer sur tout le territoire national, pour moi, c'est une atteinte grave à mes droits constitutionnels. Bien sûr, voilà, il faut le faire. Donc, moi, je le fais en permanence. Voilà, donc les citoyens... L'autre jour, je vais dans un CCAS. Enfin, ça remonte à quelques années maintenant, pour inscrire ma mère dans une maison RPA. Donc je rentre dedans, c'est un service de la mairie. Hein. Je ne dis pas où, c'est pas grave. Et donc dans la salle d'attente, pendant qu'on attendait, il y avait une femme avec la burqa, entièrement voilée. Donc j'ai été voir la secrétaire, je lui ai dit moi j'ai un problème, je pense qu'elle n'a pas le droit d'être comme ça au sein de la mairie. Alors, je voudrais que vous appeliez le chef de service, qui est venu d'ailleurs ensuite, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la porte. Voilà. Mais parce qu'il faut réagir. Parce que vous n'avez pas eu la lâcheté de vous taire, de regarder. Mais c'est à tous les citoyens de le faire. Je veux dire, on revient un petit peu à ce qu'on a essayé de développer.
mon ami l'a dit, moi, il sentait que s'il prenait trop fait Écosse, qu'il mettait sa propre intégrité physique. Oui, mais ça, je peux le comprendre. Chalgoumi le fait, Tariq Obrou le fait, et c'est pas n'importe qui, c'est des imams. Hein, donc il faut avoir un peu le courage de voilà. Est-ce que la lâcheté individuelle, elle ne se situe pas entre le manque de courage et la peur? Moi, je pense qu'il y a un espace là entre ces deux choses. Je sais pas. On peut, dans l'absolu. Moi, je milite pour qu'il y ait le maximum de gens qui adhèrent à mon association, Unité Laïque, hein, parce que je pense que c'est la solution, c'est la défense de la laïcité, et ça, j'insiste. Et partout où je vais, j'en parle. Voilà. Alors, moi, M. Matisson, on a abordé un petit peu l'histoire du procès Papon. Oui. Moi, je pense que ça pourrait faire un prolongement de ce que nous avons un petit peu débattu. On pourrait revenir, on pourrait aller plus profondément, mais je pense que les gens ont bien compris que ce qui est en train de se passer en Israël et que le titre que nous avons donné à cette émission, elle n'est pas à côté, quoi. Elle n'est pas dénuée de sens. Mais moi, j'aimerais, par rapport au procès Papon... Lorsque Maurice Papon apparaît devant la cour, peu remarquent le petit cercle rouge au revers de sa veste, sa Légion d'honneur. L'homme de 87 ans peut en effet s'enorgueillir d'une carrière exceptionnelle au service de l'État. Fonctionnaire sous la Troisième République, secrétaire général d'une préfecture sous Vichy, préfet de police de Paris, puis ministre sous la Ve République, Maurice Papon a brillamment gravi tous les échelons de la haute fonction publique. On est véritablement dans un négationnisme d'État. Et il va falloir un certain nombre d'étapes. Et notamment, il va falloir passer par Barbie. Il va falloir passer par Touvier pour arriver à Papon. Et Papon est le symbole de cette collaboration. Quand on parlait de crimes contre l'humanité, on parlait de gens qui ne posaient pas problème à la conscience française. Un Barbie, il est allemand, il est nazi, il est tortionnaire, aucun problème. Touvier, milicien de moyenne envergure, aucun problème. Papon, c'était un haut fonctionnaire de l'État, et d'une certaine manière, le premier obstacle, c'était qu'on demandait à l'État de se juger lui-même. Voilà, ça fait partie des choses, le procès Papon, que nos jeunes, que la République ne devrait pas enfouir. Moi, je pense que c'est que des gens qui l'ont vécu, qui ont vécu ce que votre famille a vécu, et le combat qu'ils ont livré, moi je pense que ça mériterait que les citoyens de la République puissent comprendre ce qui s'est passé et par rapport à l'État. Et que l'État, c'est aussi le reflet des citoyens. Et je pense que le procès Papon, il pourrait... mais il est exemplaire, si vous voulez. Il est exemplaire, peut-être, en ce sens. Dans ce qu'a été la saloperie française et le courage de certains. Voilà, ça veut dire que... Mais moi, je suis d'accord sur le principe. Alors, vous accepteriez qu'on fasse une émission, pareil? En Gironde, je suis sûr qu'il y aura du monde, parce que la Gironde, forcément, elle est concernée. Il y avait beaucoup de résistants. Il y avait Moi, j'aimerais qu'on fasse un débat public. Oui, mais c'est ça, oui. Voilà. En fait, de dire qu'un petit peu... La même chose qu'aujourd'hui, devant un public. Voilà. Okay. Mais à ce moment-là, il faut laisser... Quand j'étais à Paris, là, il y a 10 jours, j'en fais un peu partout maintenant de conférences. Hein. J'en suis à 50. La dernière que j'ai faite, c'était les 2 dernières au Grand Orient de France et dans une radio, Parlons Laïcité, à Évry-Courcouronnes. 1 heure de présentation du sujet et 1 heure de débat avec le public, questions. Voilà. Et à mon avis, c'est ça le plus intéressant, c'est qu'il y ait des questions qui sont posées. Et je peux vous assurer que quand je vais dans les collèges et les lycées, parce qu'ils ont la chance d'avoir des professeurs qui les font travailler sur le sujet, je ne vais jamais dans un collège, je ne vais jamais dans un lycée, sans que les élèves et les gamins n'aient préparé le sujet. Donc ils me posent des questions très pertinentes, souvent les plus intéressantes et les plus pertinentes, malgré leur jeune âge. Monsieur Matisson, merci d'être venu. Excusez-moi si je vous ai un petit peu
enfin si j'ai un petit peu poussé sans tabou ni langue de bois. Pas du tout, pas du tout. Vous avez répondu sans voilà. Donc nous apprécions. J'espère que nos téléspectateurs apprécieront, pourront prendre la mesure quand même de la situation. Un dernier mot, comment vous êtes pessimiste ou non, je suis optimiste. Optimiste. Vous croyez toujours que... moi, j'ai été pessimiste, je me suicide. Non, mais oui, d'accord. Mais après, il y a la réalité. Alors moi, je suis peut-être plus attaché aux faits. Non. Parce que les faits sont... Moi, franchement, je crois dans les valeurs de la République, je crois dans le combat qu'il faut mener pour le défendre. Les défendre, pardon. Quel est le message que vous donneriez à nos téléspectateurs? Qu'est-ce que vous leur diriez? Mais ça, c'est-à-dire ce que je fais, c'est d'aller dans les collèges et les lycées et de les entendre parler, de les voir venir me remercier. Voilà. Travailler. Ne pas se taire. Ne pas se taire, ne pas avoir peur. Et puis quand on voit qu'il y a quelque chose d'inique qui se passe, quelque chose d'intolérable, aller défendre. Et aux citoyens français musulmans, vous leur diriez quoi? Pareil, d'être d'abord citoyen avant d'être musulman. Comme moi je suis citoyen avant d'être juif. Voilà, donc Monsieur Matisson, merci pour ces conclusions. Donc si on veut sauver la République, il faut être citoyen avant d'être catholique, juif, enfin voilà, faire repasser la citoyenneté et l'humanisme avant les... Depuis... Voilà. Merci pour ces conclusions. Chers téléspectateurs, j'espère que on ne vous aura peut-être pas apporté les solutions, enfin les solutions si, genre l'entrefilet, vous aurez bien compris un petit peu que si les gens faisaient un petit peu le ménage autour de chez nous et que surtout on ne se taise pas, peut-être qu'on sauvera la République et peut-être qu'on évitera un bain de sang sur notre territoire de notre République. Merci. Au revoir.